Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala Mawlana Rasulillah. Ravi de vous accompagner de nouveau dans la continuité de notre cours de la séance dernière. Aujourd'hui, on va essayer d'exposer un peu plus les infractions contre les biens et en particulier les atteintes par appréhension frauduleuse. À savoir que ces appropriations frauduleuses sont toujours réalisées par trois façons, que ce soit par appréhension ou par tromperie ou par détournement. La séance dernière, on avait bien exposé le vol en tant qu'infraction type d'appropriation frauduleuse par appréhension. Cette séance, on va essayer d'élucider le contexte infractionnel de l'escroquerie qui est une appropriation frauduleuse par tromperie. Ce contexte infractionnel, on va essayer tout d'abord de déterminer les éléments constitutifs de cette infraction, à savoir l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral, avant de déterminer bien évidemment son régime répressif. En se référant à l'article 540 du Code pénal marocain, on détermine bien évidemment la base légale de l'escroquerie, à savoir que le législateur a déterminé l'escroquerie comme étant tout fait par toute personne d'induire astucieusement en erreur une autre personne, que ce soit par des affirmations. Au cours de cette séance, on va essayer d'élucider le contexte infractionnel de l'escroquerie qui est une appropriation frauduleuse par tromperie, tout en déterminant la nature et la base juridique de l'infraction escroquerie, et d'aborder l'élément matériel, l'élément moral, ainsi de préciser et de déterminer le régime répressif de cette infraction. En se référant à l'article 542 du Code pénal marocain, en particulier son premier alinéa qui définit l'escroquerie comme étant tout fait par toute personne qui induit astucieusement en erreur une autre personne, soit par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation des faits vrais, où se trouvait une autre personne et la déterminer, ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts et à ceux d'une autre personne, une tierce personne, en vue de se procurer ou de procurer un profit pécuniaire illégitime. C'est ainsi la deuxième étape, après avoir déterminé la base et la nature légale de l'escroquerie. On va aborder cette deuxième étape et qui va nous permettre de déterminer les éléments constitutifs restants de cette infraction, à savoir l'élément matériel et l'élément moral. À travers la lecture de l'article 542 du Code pénal marocain, on déduit que l'escroquerie se matérialise par le fait d'employer des procédés de tromperie dans un but de cupidité de l'auteur de l'escroquerie, en induisant astucieusement une autre personne à l'erreur, ou en exploitant l'erreur de cette personne, ou en profitant d'une situation, ou voire même prétendant d'aider quelqu'un à résoudre ses problèmes. Deuxième critère et deuxième élément constituant l'élément matériel de l'escroquerie se réside autour de la remise volontaire des fonds ou autre chose de valeur à l'auteur de l'escroquerie. Et cette remise volontaire n'est que la conséquence, bien évidemment, d'une lésion des intérêts de la victime. Troisième critère ou troisième paramètre qui matérialise l'escroquerie reste à savoir le préjudice apporté à la victime, dans la mesure où la question du préjudice a fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle, et en particulier en droit français. Ainsi, avant 1992, la jurisprudence française a considéré que le préjudice est établi du simple fait que la remise de la chose avait été provoquée. Donc, selon cette décision jurisprudentielle, ce courant jurisprudentiel, le préjudice était donc un élément constitutif mais aussi formel, car la preuve d'une remise provoquée emportait de facto la preuve d'un préjudice. Mais avec l'entrée en vigueur dite du nouveau code pénal français en 1992,
La jurisprudence a changé son interprétation en considérant que l'escroquerie n'est pas constituée alors même qu'il y a bien une remise provoquée par des manœuvres frauduleuses. Finalement, le préjudice est un élément purement formel selon cette nouvelle décision jurisprudentielle et cela fait du délit d'escroquerie un délit formel, peu importe le résultat du délit d'escroquerie. Cela étant, la jurisprudence, par son arrêt du janvier 2015, a considéré que le préjudice est un élément constitutif de l'escroquerie, n'est pas nécessairement pécuniaire et il est établi lorsque l'acte n'a pas été librement consenti par la victime, mais a été obtenu par des procédés frauduleux, c'est-à-dire par des manières de tromperie. En ce qui concerne l'élément matériel, c'est-à-dire l'intention coupable de l'auteur de l'escroquerie, l'article 133 du Code pénal marocain dispose que les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu'ils ont été commis de façon intentionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Autrement, un délit est toujours intentionnel, sauf la loi en dispose le contraire. Donc, par principe, tous les délits sont intentionnels et s'ils ne sont pas, il y a une disposition spécifique du législateur pour le prévoir. En ce qui concerne l'escroquerie, n'ayant pas de texte spécifique, cette infraction est considérée toujours intentionnelle. Dans l'escroquerie, il y a une conscience d'agir dans le but de tromper le tiers, ce qui fait de l'escroquerie un dol général et classique. Après avoir exposé la base juridique de l'infraction escroquerie et son élément matériel et son élément moral, on va aborder son régime ou le régime répressif accordé par le législateur à cette infraction. À savoir qu'on va déterminer la répression, on va déterminer aussi les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes, ainsi qu'on va essayer le contexte de la tentative en matière d'escroquerie. En matière de répression, le législateur marocain dispose dans son article 540 du Code pénal marocain une punition dispose une privation de liberté d'un an à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 500 à 5000 dirhams. En cas de circonstances aggravantes, la peine d'emprisonnement est portée en double de 2 à 10 ans. Il s'agit ici de 10 ans d'emprisonnement et non pas de réclusion, car la qualification à la base, et c'est pour l'escroquerie, est un délit correctionnel. En ce qui concerne les circonstances aggravantes, comme on l'avait déjà vu, les circonstances aggravantes dépendent d'un élément personnel et d'un élément réel. Comme on l'avait déjà vu, les circonstances aggravantes dépendent d'éléments personnels et d'éléments réels. En ce qui concerne l'élément personnel, il nous renvoie vers la récidive, et l'élément réel, c'est le fait de faire appel au public en vue de l'émission d'actions, d'obligations ou des bons ou des parts sociales d'une société, et ça en vertu de l'article 540, en particulier la ligne 2 de l'article 540 du Code de procédure pénale. En ce qui concerne les circonstances atténuantes, sont laissées à l'appréciation du juge, alors qu'en matière d'immunité et les restrictions de l'action publique sont les mêmes que celles prévues par l'article 534, 536 relative au vol simple. Quant à la tentative, le régime de tentative en matière d'escroquerie, l'article 546 du Code pénal marocain punit et incrimine toute tentative d'escroquerie et réserve les mêmes peines que l'infraction consommée. Je vous invite maintenant à dévoiler un autre type d'escroquerie, dite escroquerie spéciale, et ça en vertu de l'article 542 du Code pénal marocain. Et ces escroqueries spéciales, elles portent sur la disposition de biens inaliénables ou la disposition de biens en fraude de droit d'un premier contrat ou la poursuite de recouvrement d'une dette déjà éteinte. Aussi, il y a d'autres infractions
qui ressemblent à l'escroquerie, d'être aussi des infractions de fraude voisine à l'escroquerie, et c'est ce qu'on appelle les filouteries. Ils sont au nombre de 4. Ils sont disposés au code pénal en tant que filouterie d'aliments, filouterie de logement, filouterie de carburant et filouterie de taxi. Je vous donne des exemples d'illustration à ce stade-là. C'est le fait, par exemple, de consommer des boissons ou un repas dans un établissement qui les vend. C'est-à-dire, la personne, elle consomme avec une intention à l'avance, avec une intention préétablie de ne pas payer le dû de sa consommation. Deuxièmement, deuxième illustration, c'est le fait, par exemple, de prendre une chambre dans un établissement hôtelier et de la louer sans avoir, ou de profiter des services d'un taxi sans avoir le payé, ou de profiter aussi d'une chambre dans un établissement hôtelier sans avoir payé. Le législateur, bien évidemment, a mis en place tout un régime répressif à ce type d'escroquerie, dite fraude voisine d'escroquerie, à savoir la filouterie. Il impose un emprisonnement d'1 à 6 mois et d'une amende de 200 à 250 dirhams en vertu, bien évidemment, de l'article 532 et 533 du Code pénal marocain. Et cette séance sera réservée à l'abus de confiance, qui est une appropriation frauduleuse par détournement et qui complète les appropriations frauduleuses, qui complète l'ensemble des appropriations frauduleuses, que ce soit par appréhension ou par tromperie. Donc, ce qui caractérise le détournement et le distingue de l'appropriation et de la tromperie, c'est que la notion de détournement renvoie à une catégorie d'actes qui ont tous en commun de donner lieu à la modification de la destination d'un bien. Le plus souvent, le détournement intervient dans une hypothèque où l'auteur détient déjà la chose, même s'il existe d'autres infractions de détournement, à savoir le détournement de gage, objet saisi, et l'organisation frauduleuse de son insolvabilité, par exemple, ou le blanc-seing. La principale infraction reste l'abus de confiance, qui ne peut exister que dans la première hypothèse, car il suppose la détention préalable de la chose par son auteur. En ce qui concerne le procédé pour disséquer cette infraction d'abus de confiance, on va commencer tout d'abord, et comme il en est l'habitude de toutes les autres infractions, de déterminer la définition à travers sa nature et la base légale que le législateur lui réserve. Une base légale qui se réfère à l'article 547 du Code pénal et qui estime que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d'une autre personne des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été déjà remis et qu'il a accepté à charge de les rendre, d'où les représenter ou d'en faire un usage bien déterminé. Au terme de ce texte, l'abus de confiance semble être défini par 3 éléments qui, dans un ordre chronologique d'événements et d'actes, à savoir premièrement la remise, deuxièmement le détournement et troisièmement le préjudice. En effet, la doctrine a longtemps présenté l'abus de confiance sociaux comme une infraction qui protège de valeurs sociales différentes. Tout d'abord, c'est une infraction contre les biens qui punit le détournement du bien d'autrui et qui, à ce titre, protégeait la propriété. Ensuite, il serait une infraction contre la bonne foi et particulièrement la bonne foi contractuelle, car il sanctionnerait le plus souvent un acte consistant dans la méconnaissance d'une obligation contractuelle. Donc, ce qui va nous permettre, après, à déterminer les éléments constitutifs restants, à savoir l'élément matériel et l'élément moral. Ceci étant, l'abus de confiance se matérialise tout d'abord par la remise,
qui est exclusivement opéré dans un cadre contractuel, selon l'article 547 du Code pénal marocain. Ainsi, les biens doivent être remis à titre de 6 contrats régis par le droit des obligations et le contrat, à savoir le contrat de louage, le contrat de dépôt, le contrat de mandat, le nantissement, le prêt à usage, la remise en vue d'un travail salarié ou non salarié. D'autres hypothèses s'ajoutent, à savoir les contrats de gage, les contrats de transport, les contrats de dépôt et les contrats de séquestre. Deuxième critère déterminant la matérialité de l'abus de confiance, c'est le détournement ou la dissipation de la chose. Ce qui caractérise le détournement et le distingue de l'appropriation et de la tromperie, c'est que la notion de détournement renvoie à une catégorie d'actes qui ont tous en commun de donner lieu à la modification de la destination d'un bien. Troisième paramètre qui matérialise l'abus de confiance, c'est le préjudice causé au tiers. Le préjudice causé, c'est un élément nécessaire de l'abus de confiance au terme, bien évidemment, de l'article 547 du Code pénal. L'abus de confiance, il consiste à un détournement commis au préjudice du propriétaire ou du possesseur, du détenteur des biens détournés. Avec une telle désignation, toute personne ayant droit privatif sur la chose est propriétaire, possesseur et détenteur. Le préjudice ou le dommage subi peut être matériel comme il peut être aussi moral, mais aussi peut être éventuel. C'est-à-dire que le prévenu est une personne solvable, capable d'indemniser complètement la victime. Quant à l'élément moral qui conjugue l'intention coupable de l'auteur d'abus de confiance, repose principalement sur l'intention du coupable, repose principalement sur cette volonté d'intention de l'auteur de l'abus de confiance. L'intention existe lorsque la personne recevant la chose se trouve investie de la qualité du possesseur précaire, accomplit de cette chose un acte de propriétaire et intervertit sa possession, sachant que cette possession ne l'autorise pas à accomplir un tel ou tel acte et que ces agissements causeront ou pourront causer un préjudice à autrui. Voyons voir maintenant quel est le régime répressif réservé par le législateur à l'infraction d'abus de confiance à travers la détermination d'une sanction, de circonstances aggravantes, de circonstances atténuantes et de la tentative. Quant à la répression de l'abus de confiance, on va distinguer entre abus de confiance simple et abus de confiance aggravé. Quant à l'abus de confiance simple, il est considéré comme étant un délit puni de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et une amende de 200 à 2000 dirhams. Et si le préjudice est de faible valeur, la peine baisse et part d'1 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 200 à 250 dirhams. Quant au coupable, on court également une interdiction par une durée minimum de 5 ans et de 10 ans au maximum d'un ou de plusieurs droits mentionnés à l'article 40 du Code pénal marocain et qui nous renvoie vers les droits civiques cités à l'article 26 du Code pénal marocain. Quant à l'abus de confiance aggravé, les peines, bien évidemment, sont un peu corsées, un peu aggravées, dans les cas prévus par les articles 549 et 550 du Code pénal marocain, ainsi les peines de l'article 547 du Code pénal marocain. Ils risquent d'être aggravés si l'abus de confiance est commis selon l'article 549 du Code pénal marocain, soit par un deuil, par un séquestre, un employé, un gardien, un administrateur judiciaire, en raison de la qualité des fonctions exercées, bien évidemment.
soit par un administrateur ou un gardien ou employé d'une fondation pieuse, soit par un salarié et qui risque de 5 ans et une amende de 200 à 500 à 5000 dirhams, soit par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise des fonds ou des valeurs au sein d'une grande entreprise. La peine est en double et l'amende au maximum à 100 000 dirhams. Quant au régime d'immunité relative à l'infraction d'abus de confiance, on se réfère à l'article 548 du Code pénal marocain et qui a étendu aux auteurs de ce délit l'immunité que l'article 534-536 du Code pénal marocain a prévu en matière de vol au profit des parents ou alliés qu'il énumère. L'article 45 n'a pas prévu la répression de la tentative en matière d'abus de confiance et ce silence est imposé par la nature, bien évidemment, des choses. Car l'absence totale de tout consentement d'exécution du moment où le coupable a la chose entre ses mains, alors soit aucun acte matériel n'a eu lieu ou la volonté du coupable reste enfouie dans le fort conscience du présumé, soit la volonté s'extériorise en des actes contraires au droit du propriétaire et l'abus de confiance est déjà consommé puisque l'intervention de la possession s'est produite. Pour conclure, l'abus de confiance se caractérise par un acte de détournement et c'est ce qui fait la distinction par rapport aux autres appropriations frauduleuses, que ce soit par appropriation ou par tromperie, car c'est la notion de détournement qui renvoie à une catégorie d'actes qui ont tous en commun de donner lieu à la modification de la destination d'un bien. C'est ainsi que s'achève cette séance qui n'est que la continuité des séances réservées aux infractions contre les biens et en particulier les appropriations frauduleuses. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Au revoir.